Monsieur Barnier, maître Barnier, je vais donner tout de suite la parole à Boris Delacruz qui va vous poser quelques premières questions et puis ensuite on donnera la parole un petit peu à tout le monde. Boris, c'est à vous. Une question toute simple. Vous devez être soulagé aujourd'hui. 5 à 7% des décisions de cour d'appel en France sont cassées par la Cour de cassation. L'affaire Proust, en tout cas l'affaire de la CNIM, est aujourd'hui cassée. Cela implique quoi en fait ? Alors effectivement, au plan professionnel, je vous mentirais si je vous disais que ce n'était pas une satisfaction. C'est une victoire ce soir pour la défense. Et la défense pénale est un exercice suffisamment périlleux, pénible et au cours duquel on prend pas mal de coups pour ne pas faire la fine bouche quand on obtient une décision comme celle-ci. Ça signifie en pratique que la Cour de cassation a censuré, à tout le moins en partie, la position des juges de Nîmes et a invité le parquet général à saisir la Cour d'appel de Montpellier, qui sera donc une Cour d'appel de renvoi et qui statuera à nouveau sur certains des éléments de l'affaire que vous avez qualifiée de la CNIM. En fait, la Cour d'appel de Nîmes déjà avait relaxé M. Proust sur le délit de favoritisme. Vous m'arrêtez si je me trompe. Elle l'avait par contre condamné lourdement, notamment par la peine d'inéligibilité. Aujourd'hui, la Cour de cassation renvoie effectivement devant la Cour d'appel de Montpellier qui va statuer dans les prochains mois. Concrètement, aujourd'hui, M. Proust peut-il rester président de l'agglomération de Nîmes ? Est-il toujours présumé innocent en sachant qu'il va y avoir une nouvelle décision qui va tomber dans les prochains mois devant la Cour d'appel de Montpellier ? Effectivement, M. Proust est et reste président de Nîmes Métropole. Il est présumé innocent et la Cour d'appel de Montpellier statuera une nouvelle fois sur un pan de cette affaire relativement limité, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il avait été relaxé par la Cour d'appel de Nîmes, s'agissant des faits de favoritisme. Oui. Le trafic d'influence, en fait, ce qui a été annulé, c'est le trafic d'influence passif. C'est quoi en fait qui a été annulé concrètement et de façon peut-être un petit peu simple parce que c'est assez technique. Donc si vous pouviez nous le faire en 2 phrases et 30 secondes, ce serait formidable. En 30 secondes, je vais essayer. En 2 phrases, c'est impossible. Je vais essayer, pour être le plus clair possible et essayer de faire un petit peu œuvre de pédagogie. En droit pénal, il y a un principe qui est simple, c'est que pour qualifier un délit, il faut un élément matériel. L'élément matériel du trafic d'influence, de la corruption passive, c'est le pacte de corruption. Pour qualifier un pacte de corruption, il faut 2 éléments. Il faut un comportement du corrompu et un comportement de celui qui corrompt. Ce qu'a reproché la Cour d'appel de Nîmes à Jean-Luc Colonna d'Istria et Franck Proust, c'est, s'agissant de l'acte de Jean-Luc Colonna supposé en faveur de Franck Proust, l'allocation d'un local de campagne. On a toujours dit que l'allocation d'un local de campagne à des conditions de marché, ce n'est pas un acte répréhensible. On l'a dit, on continuera à le dire, mais peu importe, la Cour d'appel de Nîmes a considéré que cette seule circonstance permettait de qualifier l'un des éléments du pacte de corruption. Ce qu'on a dit devant la Cour de cassation, c'est que la location de ce local de campagne, elle est intervenue dans une période, fin d'année 2001, début d'année 2002, qui est antérieure à ce qu'on appelle la prévention en droit pénal. La prévention, c'est la période pour laquelle on est renvoyé devant la justice. Et la période pour laquelle les prévenus étaient renvoyés devant la justice, elle était postérieure à la date à laquelle ce local de campagne a été loué. Donc on a très simplement conclu que la Cour d'appel de Nîmes avait excédé les limites de sa saisine en qualifiant un trafic d'influence sur la base de considérations qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier. Vous n'avez pas l'impression, parce qu'en fait, très concrètement, cette histoire de local de campagne était au centre des débats judiciaires. Fin 2001, ce local de campagne est loué à monsieur Proust. Et par contre, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est à partir de mi-mai ou juin 2002 que l'infraction débute pour laquelle ils vont être jugés au tribunal correctionnel. C'est ça, Vous avez tout résumé en des termes plus simples. Le trafic d'influence, en fait, va être jugé devant la Cour d'appel de Montpellier. Mais est-ce qu'on va rejuger l'ensemble des infractions pour lesquelles M. Proust était renvoyé devant la Cour d'appel de Nîmes, à savoir le favoritisme? Et est-ce qu'on va revenir aussi, parce que ça peut être à double tranchant pour vous, est-ce qu'on va revenir aussi sur la fameuse prescription liée notamment aux affaires du triangle de la gare?
Premier élément de réponse à votre première question, Franck Proust a été relaxé s'agissant des faits de favoritisme. Cet arrêt de la Cour d'appel de Nîmes est définitif. Il n'a pas été débattu devant la Cour de cassation. On ne peut plus parler de suspicion de délit de favoritisme à l'encontre de Franck Proust sur l'affaire du Triangle de la Gare. Ces faits ont été jugés, les décisions sont définitives. Le pourvoi qu'on a diligenté portait uniquement, en ce qui concerne Jean-Luc Colonna et Franck Proust, sur le trafic d'influence. La Cour d'appel de Montpellier rejugera uniquement sur le trafic d'influence. Et certainement pas sur des faits qui n'auraient d'ailleurs pas dû être abordés devant la Cour d'appel et qui ont été longuement rappelés par le procureur de la République bien au-delà de la prévention, s'agissant de faits qui sont prescrits, qui ne font l'objet d'aucune poursuite pénale. C'est très déloyal comme méthode de plaidoirie. Ça a été fait, ça ne pourra plus l'être. Donc en fait, uniquement le trafic d'influence passif, va être énormément réduit devant la Cour d'appel de Montpellier, selon vous. Par essence, effectivement, puisque ne sera... Mais pourquoi ça va être rejugé devant la Cour d'appel de Montpellier, puisque vous nous avez fait la démonstration que la Cour de cassation dit qu'on est au-delà des délais? Elle dit qu'elle est au-delà des limites de la saisine de la Cour d'appel. Il y a plusieurs lectures qui sont possibles. Parce que sinon, ça ne va pas s'arrêter. Vous allez à nouveau aller en Cour de cassation qui va à nouveau vous redonner raison. Non, c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Cour d'appel de Montpellier va être saisie, puisque c'est ce que la Cour de cassation a dit. Effectivement, l'office des débats va être relativement restreinte, de mon point de vue, devant la Cour d'appel de Montpellier. Je vais redonner la parole à Boris Delacruz, qui a d'autres questions pour vous, mais je vais faire circuler, bien évidemment, la parole. Moi, j'ai une question à vous poser. On a eu l'occasion d'échanger ensemble ces derniers jours au téléphone. Vis-à-vis de l'atmosphère nîmoise, on sentait que Franck Proust était déjà condamné, que tout Nîmes disait que c'était terminé, et vous êtes resté quand même très confiant sur la décision de la Cour de cassation. Est-ce que c'est uniquement sur l'argument que vous venez de nous présenter, ou est-ce que c'est parce que pour vous, vous aviez confiance, parce que vous pensez que Franck Proust était dans son bon droit? Je vais vous répondre de manière très franche. Je crois, et c'est parfois très défavorable, que le droit n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec la morale. Et moi, je suis juriste, et quand je suis convaincu par une argumentation, je suis convaincu jusqu'au bout. Et j'étais venu sur votre plateau le soir du délibéré de la Cour d'appel de Nîmes qui était extrêmement défavorable et à l'issue duquel on a pris une gifle, très clairement. Et je vous avais dit que le combat continuait et qu'on avait des arguments sérieux. Je crois qu'on peut tous se réjouir, juridiquement, je parle toute considération politique confondue, par cet arrêt de la Cour d'appel qui remet un petit peu les pendules à l'heure en termes juridiques quand même, et c'est important. Et puis je crois que ça nous invite tous, autant qu'on est, à avoir un petit peu de recul sur ces questions politico-judiciaires qui sont extrêmement complexes et sur lesquelles il est trop facile de tirer des conclusions hâtives. Il faut attendre. La justice est longue, trop longue, on peut tous le regretter, c'est clair. Mais aujourd'hui, on a la démonstration que beaucoup de choses fausses ont été écrites depuis des mois, et c'est là où c'est compliqué quand on est prévenu. Allez, on donne la parole. Boris, une seconde, je vous redonne la parole. Ne vous inquiétez pas, on va donner la parole à nos sociétaires. On va démarrer avec Marc. Votre question à notre invité. Question qui est aussi, une généralité. Maître, je ne vais pas vous poser une question technique, mes compétences ne sont pas suffisantes pour cela, mais moi je suis quand même surpris, quoi. Cette histoire-là, ça dure depuis 20 ans, quoi. Depuis 20 ans. 20 ans de suspicion, 20 ans où de toute façon une mise en examen, bien sûr, l'innocence, on en parle, bien sûr, mais pour tout le monde, c'est une accusation. Parce que justement, et Abdel en parlait tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher dans une société aussi émotive que la nôtre, que la morale doucement s'immisce doucement dans l'histoire. Moi je trouve que quand même, notre justice va mal, on le sait, et je trouve cela quand même épouvantable. Parce que pendant 20 ans, vous avez eu un glaive qui est sur la tête, et justement, malgré, comme le droit est tel qu'il est, c'est-à-dire parfois obtus, il faut bien le dire, et souvent absolument incompris par la plupart des gens et par la plupart des citoyens, on s'arrête à coupable ou non coupable.
Et je trouve ça que c'est terrible parce que comment voulez-vous que la politique ne soit pas complètement, débattue et surtout à ce point dénaturée. Et surtout, je trouve que c'est terrible pour la République en général et pour notre vie démocratique. Bon, c'est peut-être plus une réaction qu'une question, mais si vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Barnier. C'est une réaction de citoyen. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites et je les partage tellement pour revenir à mon office qui est le droit et rien que le droit dans le cadre de cette affaire, qui est qu'au plan juridique, on a, je vous rappelle quand même, gagné devant le tribunal correctionnel de Nîmes en première instance dans le cadre de cette affaire, où on a fait annuler la procédure devant des magistrats cortiqués, qui sont des magistrats comme ceux de la Cour d'appel de Nîmes, qui avaient considéré en première instance que le délai était déraisonnable dans cette affaire, ce qui légitimait une annulation de la procédure. On a été déjugé en appel sur ces considérations-là, mais il y a quand même des juges qui avaient considéré, comme vous, Monsieur Tolel, que le délai était totalement déraisonnable. Et à titre personnel, je persiste à penser que le délai est déraisonnable. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes étaient présents à l'audience devant la Cour d'appel, je l'ai déjà dit et je le redis, mais même l'avocat général dans ses réquisitions s'était ému et avait clairement dit devant tout le monde que la justice ne pouvait pas s'enorgueillir de délais aussi longs que cela. Allez Charlie, votre question à notre invité. Oui, alors désolé Abdel de décevoir peut-être avec l'idée que je ne vais pas poser pleinement une question, parce qu'on voit bien que le dossier est compliqué. Marc Tolel aussi ne pose pas une question, on partage un point de vue. Je vous en prie. Boris a pas mal de questions, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je crois qu'il faut le laisser, le dossier est complexe. Moi je m'en tiendrai simplement au fait, et c'est peut-être le sens de l'intervention de l'avocat ce soir présent, pour dire que finalement c'est complexe, la morale ne se mêle pas forcément à ça, et chacun a ses opinions, il faut suivre le droit. Donc si moi je comprends bien en tout cas le rendu aujourd'hui, c'est finalement toujours renvoyé à la cour d'appel, donc présomption d'innocence qui doit continuer, et je peux ajouter peut-être ça permet un peu de stabilité à l'échelle de la métropole. On peut se réjouir au moins de ça pour les projets dont nous avions déjà parlé lors de ma première participation en présence de Franck Proust. On peut se réjouir de cette décision qui pour le moment permet de continuer avec un peu de stabilité les grands projets dont la métropole a besoin. Donc c'est ce que je dirais. Allez Boris. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, réagir aux propos de M. Tolel. Juste 2-3 petites précisions. On dit souvent que cette affaire a 2 décennies. Ce n'est pas 2 décennies judiciaires. Parce qu'elle a commencé en 2006. Je sais que Maître Barnier n'est pas d'accord avec moi, mais l'enquête préliminaire du parquet de Nîmes est ouverte en 2006. Un juge d'instruction est saisi en 2008. Ensuite, là où vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, on a 7 juges d'instruction qui vont se succéder dans cette affaire. Certains vont laisser le dossier sur le côté parce qu'ils ont 100, 150 ou 180 dossiers à gérer avec des gens qui sont détenus. Je pense qu'il faut prendre aussi en considération ça parce que souvent dans des dossiers avec détenus, vous avez quand même des enjeux énormes sur la détention des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans cette affaire-là, il n'y avait pas de détention. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, il y a également les avocats, d'un côté comme de l'autre, qui ont joué aussi, puisque vous avez fait des pourvois en cassation, c'est votre droit et c'est le jeu judiciaire, qui ont également alourdi, puisque la mise en examen de M. Proust date de 2017. Vous auriez pu requérir M. Delacroze dans ce dossier. Je pense le faire bientôt. On y pense. Sur d'autres affaires, je vous rassure. Mais c'est 2017, donc la mise en examen, effectivement, qui est très tardive de monsieur Proust. Là, je suis d'accord avec vous. Okay. Vous avez juge d'instruction en 2008, mise en examen, vous venez de le redire ? Oui, 2017. 9 ans. Oui, c'est énorme. On parle de 9 ans, de 20 ans. 9 ans, c'est un scandale absolu. Tout à fait, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais après, la défense a également, si vous me permettez, joué son jeu de défense. C'est-à-dire à partir des pourvois, des à partir de 2017. En cours d'appel, à partir de 2017 et jusqu'en 2021, date où vous vous retrouvez devant le tribunal correctionnel. C'était une petite précision. C'est bien d'avoir précisé, monsieur Delacroze. Merci Boris. C'est pour ça que vous êtes en plateau ce soir aussi. On vous laisse poursuivre, Boris. Quelques questions encore pour Guillaume Barnier, notre invité. D'ailleurs, justement, votre second... c'est bien parce qu'on a démarré de bonne heure. Parler de réaction avec Maître Barnier de citoyens. Quand je regarde un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas toujours les regarder, mais je regarde les bons réseaux sociaux, c'est-à-dire ceux d'Objectif Gare, je m'aperçois en fait qu'il y en a pas mal de réactions de citoyens. Il va venir tous les soirs, il est bon. Hein. Où certains disent, mais en fait, la Cour de cassation a dit le droit, mais c'est un point-virgule sur le fond, en fait. Sur le fond, c'est la Cour d'appel de Nîmes qui a jugé, et
est-ce que vous n'êtes pas mal à l'aise par rapport à ça? Parce que le fond, quand même, en cour d'appel, était peut-être un petit peu plus accablant que la forme juridique de la Cour de cassation, non? Qu'est-ce que vous en pensez, maître Barnier? J'en pense que sur le fond, je suis tout ouïe sur les éléments accablants dans ce dossier, parce que je les cherche encore. Je les cherche encore. Si vous considérez que la location d'un local de campagne est un acte répréhensible à partir du moment où il y a une comptabilité, à partir du moment où il y a des mouvements financiers qui sont totalement transparents, à partir du moment où il a été démontré que la personne qui a loué ce local de campagne a contacté, après avoir vu un panneau d'une SCI, quelqu'un, si ça c'est quelque chose d'accablant, il y a beaucoup de comportements qui vont être accablants devant la justice à partir de demain. Franchement, non. Dans ce dossier, ce que je regrette, c'est qu'on a eu une condamnation sur la base d'éléments. Encore une fois, s'il y avait des éléments, vous seriez là pour les rappeler, c'est votre rôle. La réalité de ce dossier, c'est que le seul élément qui fait le lien entre M. Proust et M. Colonna-Distria, c'est la location dans des formes tout à fait légales d'un local de campagne. Il n'y a rien de plus accablant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, cette cassation, elle vous réjouit, bien entendu, parce qu'elle vous donne, elle permet, en fait, pour l'instant, en tout cas, d'innocenter Monsieur Proust. Mais en fait, est-ce que... Et M. Colonna. Oui, M. Colonna, oui, évidemment. Et M. Colonna, puisque la cassation concerne les deux. Mais en fait, quand on regarde sur la décision de la Cour de cassation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on dit que c'est juste sur une petite période qui n'a pas été prise en compte par la justice. Est-ce qu'en fait, ça vous embête pas de gagner là-dessus ? Je vous fais la même réponse que j'ai fait tout à l'heure. Moi, je suis juriste et je fais du droit. On a fait du droit et on refera du droit devant la Cour d'appel de Montpellier. On pourra redébattre de ce trafic d'influence avec grand plaisir. Et on sera extrêmement ferme cette fois, peut-être plus que devant la Cour d'appel de Nîmes, sur le fait qu'on ne peut pas qualifier un trafic d'influence dans ce type de situation. Sinon, à chaque fois qu'on verra un élu parler à un opérateur, quel qu'il soit, dans n'importe quel secteur qu'il soit, eh bien, il y aura du trafic d'influence partout. C'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, je vous le dis comme je le pense. Charlie Cresp en parlait il y a quelques instants de la poursuite de ses activités à Nîmes Métropole pour le président Franck Proust, puisque, en fait, la clé de l'histoire politique et les conséquences politiques de toute cette histoire, c'était l'inéligibilité des 5 ans qui avaient été requis par la Cour d'appel. Est-ce que, par la décision de la Cour de cassation, vous êtes beaucoup plus confiant aujourd'hui, y compris de ce que va décider la Cour d'appel de Montpellier dans les prochains mois? Je parle bien de l'inéligibilité. Alors, il n'y avait pas d'excès de pessimisme de ma part l'an dernier. Il n'y aura pas d'excès d'optimisme ce soir non plus. Raisonnablement, je refais l'histoire. Je vous rappelle que l'avocat général devant la Cour d'appel n'avait pas requis de peine d'inéligibilité, que la Cour d'appel est allée au-delà des réquisitions. M. Delacroze est là pour confirmer que ce n'est pas tous les jours sur ce type de questions qu'une juridiction va au-delà des réquisitions du ministère public. Je crois qu'effectivement, on peut raisonnablement estimer que s'il devait y avoir une condamnation, et j'affirme ce soir que tout sera fait pour qu'une relaxe définitive intervienne, y compris sur le fond, devant la Cour d'appel de Montpellier, je crois qu'effectivement, la peine d'inéligibilité s'éloigne assez substantiellement. Oui, parce que c'est une procédure assez exceptionnelle. Après cassation, donc on ne la connaît pas tous très bien, mais en fait, la Cour d'appel de Montpellier peut relaxer concrètement M. Proust, peut le condamner moins sévèrement, peut le condamner plus sévèrement et peut prononcer également l'inéligibilité. Tout est ouvert à ce stade. Tout est ouvert et tout sera discuté, mais effectivement, rien ne permet de... Enfin, encore une fois, si on est objectif, il y avait des réquisitions qui ne portaient pas sur une peine d'inéligibilité. Il y a une cour qui est allée au-delà. Bon, on verra ce que dit la Cour d'appel de Montpellier. On verra quelles sont les réquisitions de l'avocat général. D'ailleurs, elles sont intéressantes parce qu'il y a un contexte juridique qui a évolué avec l'arrêt dont vous avez entendu parler sur les chaufferies de la Défense, notamment. Un dernier mot, la Cour d'appel de Montpellier, on le disait il y a quelques instants, va rejuger l'affaire dans le fond. Est-ce que ça ouvre, parce que là c'est pour nos téléspectateurs, est-ce que ça ouvre la voie aussi, pourquoi pas, à aller en Cour de cassation une nouvelle fois si la décision qui était prise par la Cour d'appel de Montpellier ne vous convenait pas? Alors oui, tant que des voies de droit sont ouvertes, le rôle des juristes, c'est de les étudier, mais je ne vois pas pourquoi la Cour de cassation aurait à restatuer dans cette affaire. Le débat juridique, il est à ce stade extrêmement clair. À nous de démontrer
que de trafic d'influence s'il n'y a pas pu y avoir. Et puis la Cour d'appel de Montpellier statuera comme elle doit le faire. Un tout dernier mot. Selon vous, ça va se jouer quand devant la Cour d'appel de Montpellier? Est-ce que c'est une histoire d'1 an, de 2 ans, de quelques mois? C'est très difficile de vous le dire et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Il n'y a pas de règle. On a toute raison de penser que plus d'1 an serait un délai particulièrement long. Moins c'est possible, beaucoup moins c'est moins envisageable, mais on verra, peut-être que ça ira plus vite que ce qu'on pense ce soir. Merci beaucoup, Guillaume Barnier. Ah, Boris Delacruz, vous avez une dernière. Allez, je vous en prie, Boris Delacruz. Même si c'est aujourd'hui, on est là à discuter entre nous. On ne fait pas que discuter, hein. Mais on essaye de comprendre. Juste une précision, j'ai eu donc Maître Fernandez au téléphone, qui est l'avocat donc de la partie civile de l'association Anticor, qui s'était constituée partie civile, et il m'a dit qu'il serait là, bien entendu, pour l'association Anticor lors du procès devant la Cour d'appel de Montpellier. Je voulais apporter cette précision. Et on aura l'occasion, bien évidemment, de les inviter pour les faire réagir à cette décision de la Cour de cassation qui a été rendue cet après-midi, en tout début d'après-midi, et qui casse donc la décision qui a été prise par la Cour d'appel de Nîmes il y a maintenant 1 an. Et donc, à ce stade, Franck Proust reste présumé innocent jusqu'à prochain procès devant la Cour d'appel de Montpellier. Merci encore à Guillaume Barnier, avocat bien connu à Nîmes et qui était avec nous ce soir et qui a réagi immédiatement à cette décision. On va remercier Boris Delacruz de s'être déplacé jusqu'à ce studio télé pour passer un petit moment avec nous. À la prochaine fois, Abdel. Tout s'est bien passé. Avec quel plaisir de vous retrouver.